Le facteur est passé à 11 heures, comme d'habitude. J'ai entendu le petit bruit métallique de la boîte aux lettres, ce claquement sec qui résonne toujours différemment quand il y a du courrier important. Après 50 ans dans cette maison, on apprend à distinguer ces nuances. Je me suis levé lentement de mon fauteuil, près de la fenêtre. Mes genoux craquent un peu le matin, mais rien d'alarmant. 72 ans, ce n'est pas la fin du monde, même si mes enfants semblent penser le contraire. J'ai descendu l'escalier en pierre du perron, celui que Jean-Pierre avait fait restaurer il y a 15 ans, quand nous pensions encore avoir tout le temps devant nous. Dans la boîte, entre une publicité pour un supermarché et la facture d'électricité, il y avait une enveloppe Kraft. Officielle. Le genre d'enveloppe qui ne contient jamais de bonnes nouvelles. L'en-tête du tribunal de grande instance de Bordeaux. Mon nom tapé à la machine, Madame Madeleine Dubois, Château Dubois, Route des Vignes, 33 000 Bordeaux. J'ai ouvert l'enveloppe debout dans l'allée, devant les rosiers que j'avais plantés le printemps dernier. Mes mains ne tremblaient pas encore. Pas à ce moment-là. Convocation à une audience concernant une demande de mise sous tutelle. J'ai dû relire 3 fois avant que les mots prennent vraiment sens. Mise sous tutelle. Moi. Madeleine Dubois, ancienne professeure de littérature, gestionnaire du Château Dubois depuis la mort de mon mari, celle qui se lève chaque matin à 6 heures pour vérifier les vignes avec Antoine, notre maître de chai. Les requérants, Thomas Dubois et Isabelle Moreau, nés Dubois. Mes enfants. Mes propres enfants demandaient au tribunal de me déclarer incapable de gérer mes affaires. Je me suis assise sur le banc de pierre près de l'entrée. Celui où Jean-Pierre s'installait toujours pour retirer ses bottes pleines de terre après une journée dans les vignes. J'ai regardé la lettre encore une fois, comme si les mots allaient changer, comme si j'avais mal compris. Date de l'audience, 15 octobre. Dans 2 semaines exactement. Motif invoqué, trouble de la mémoire, décision financière inappropriée, comportement incohérent mettant en danger le patrimoine familial. Trouble de la mémoire? Moi qui récite encore Baudelaire par cœur? Décisions inappropriées? J'ai géré ce domaine pendant 3 ans depuis la mort de Jean-Pierre, et nous avons eu nos meilleurs rendements. Comportement incohérent? Non. Ce n'était pas de l'incompétence. C'était autre chose. J'ai pensé aux derniers mois. Les visites de plus en plus fréquentes de Thomas et Isabelle. Leur insistance soudaine à aider avec les comptes. Les questions sur mes finances, sur le testament de leur père. Isabelle qui photographiait chaque pièce du château pour les souvenirs de famille. Thomas qui rencontrait Antoine sans me prévenir, prétendument pour comprendre le business. Et cette conversation, il y a 1 mois, dans la cuisine. Thomas avait posé sur la table une brochure luxueuse, Les Jardins du Repos, une résidence médicalisée près de Bordeaux. Maman, tu devrais regarder ça. Claire et moi, on s'inquiète. Tu es seule ici, loin de tout. Si tu tombais, si tu avais un malaise, ce serait plus raisonnable d'être entourée de professionnels. J'avais refusé poliment mais fermement. Je suis parfaitement capable de vivre chez moi, Thomas. C'est ma maison. Son regard avait changé à ce moment-là. Pas de la déception. De l'agacement. Comme si je venais de contrarier un plan soigneusement établi. Et Isabelle, la semaine dernière au téléphone. Maman, tu as vraiment besoin de gérer tout ce vignoble? C'est beaucoup de stress. Papa aurait voulu que tu te reposes maintenant. On pourrait peut-être envisager de vendre, ou au moins de louer la gestion à quelqu'un. Vendre. Le mot que Jean-Pierre et moi avions toujours refusé d'envisager. Je me suis levée, la lettre serrée dans ma main. L'air sentait le raisin mûr, nous étions en pleine période de vendange. Les vignes s'étendaient devant moi, rangées parfaites sous le soleil de septembre, ce paysage que je connaissais par cœur, que j'aimais plus que tout. 50 ans. 50 ans que Jean-Pierre et moi avions construit ce domaine. Rangée par rangée, vendange après vendange. Nous avions acheté ce château délabré en 1975, quand Thomas avait 2 ans et qu'Isabelle n'était pas encore née. Nous avions tout rénové nous-mêmes, planté les premières vignes, survécu aux mauvaises années, célébré les bonnes. Et maintenant, mes enfants voulaient me prendre tout ça. Pas par amour. Pas par inquiétude réelle. Pour l'argent. Je suis rentrée dans la maison, j'ai monté à mon bureau au 1er étage. Sur le mur, une photo encadrée, Jean-Pierre et moi, le jour de notre première mise en bouteille. Nous étions jeunes, épuisés, heureux. Il avait ses bras autour de ma taille, et nous regardions nos premières caisses de Château Dubois comme si nous avions découvert un trésor. Jean-Pierre, j'ai murmuré à la photo. Ils veulent vendre. Ils veulent tout vendre. J'ai ouvert le tiroir de droite de mon bureau. À l'intérieur, soigneusement rangés dans une chemise bleue, tous les documents importants. Acte de propriété, testament, registre du vignoble,
compte bancaire. Et là, dans le carnet d'adresse de mon mari, un nom souligné en rouge, Maurice Lafontaine, notaire. Le vieil ami de Jean-Pierre, celui qui avait rédigé tous nos documents officiels. J'ai décroché le téléphone. Mes mains tremblaient maintenant, mais pas de peur. De colère. D'une colère froide, claire, déterminée. Allô, maître Lafontaine ? C'est Madeleine Dubois. J'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui si possible. C'est urgent. J'ai regardé une dernière fois la lettre du tribunal. Mes enfants voulaient ma signature pour me déclarer incapable. Très bien. Ils auraient une signature. Mais pas celle qu'ils attendaient. Dehors, les vignes ondulaient doucement dans le vent. Elles avaient survécu à tant de tempêtes. Elles survivraient à celle-ci aussi. Et moi aussi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. Pas à cause de l'insomnie, mais parce que j'avais un plan. Quand on a enseigné la littérature pendant 35 ans, on apprend une chose essentielle. Chaque histoire a une structure, chaque mystère a des indices. Il suffisait de savoir où chercher. À 7 heures, j'étais déjà dans le bureau de Jean-Pierre. Cette pièce était restée presque intacte depuis sa mort. Son fauteuil en cuir, ses dossiers méticuleusement rangés, l'odeur de tabac à pipe qui s'attardait encore dans les rideaux. Isabelle m'avait suggéré plusieurs fois de faire du tri, de tourner la page. Maintenant, je comprenais pourquoi elle insistait tant. J'ai commencé par les relevés bancaires. Jean-Pierre conservait tout, classé par année, dans des chemises vertes. J'ai sorti celles des 3 dernières années. Les mouvements étaient réguliers, prévisibles, salaire des employés, achat de matériel, vente de vin, taxes. Rien d'anormal. Puis j'ai remarqué quelque chose. Dans le carnet de rendez-vous de Jean-Pierre, daté de février dernier, un mois avant sa mort, une note griffonnée, Leroux, refusé, 3.2 M. Et un numéro de téléphone. 3 200 000 €. Pourquoi ? J'ai composé le numéro. Une voix masculine, professionnelle, cabinet Leroux Immobilier, bonjour. Bonjour, ici Madeleine Dubois du Château Dubois. Je vous appelle au sujet d'une proposition que vous aviez faite à mon mari en février. Un silence. Puis, ah, Madame Dubois. Oui, nous avions effectivement fait une offre pour votre propriété. Votre mari avait été très clair dans son refus. Mais, si les choses ont changé, nous serions toujours intéressés. Le projet de complexe hôtelier est toujours d'actualité. Complexe hôtelier. Sur nos vignes. Sur la terre que nous avions travaillée pendant 50 ans. Et récemment, quelqu'un de ma famille vous a contacté. Nouvelle hésitation. Je ne peux pas divulguer, mais puisque vous êtes la propriétaire, je peux confirmer que votre fils, M. Thomas Dubois, nous a appelés il y a 3 mois. Il voulait savoir si notre offre tenait toujours. Nous avons même fait une visite d'évaluation en juillet. En juillet, quand j'étais partie une semaine chez ma sœur à Lyon. Thomas avait insisté pour que j'y aille. Tu as besoin de repos, maman. On s'occupera de tout ici. Il s'occupait, en effet, de vendre mon héritage derrière mon dos. Merci pour ces informations, j'ai dit calmement avant de raccrocher. Mes mains tremblaient en reposant le téléphone. Je me suis forcée à respirer lentement. Pas de panique, pas d'émotion, juste des faits. J'avais besoin de plus de preuves. J'ai appelé Antoine, notre maître de chais. Il travaillait au domaine depuis 23 ans, c'était plus qu'un employé, c'était un ami. Antoine, j'ai une question délicate. Est-ce que Thomas est venu te voir ces derniers mois ? Sans moi ? Un long silence. Puis, avec une gêne évidente, Madame Madeleine. Oui. En août. Il m'a demandé des chiffres précis sur la production, les revenus, les coûts. Il a dit que vous lui aviez demandé de faire un audit. J'ai pensé que c'était normal, que vous vouliez optimiser. Et qu'est-ce que tu lui as donné ? Tout. Les bilans des 5 dernières années, les projections, les contacts avec nos distributeurs. Madame, j'ai fait quelque chose de mal. Non, Antoine. Tu as fait exactement ce qu'on te demandait. Merci de ta franchise. J'ai raccroché et je me suis effondrée dans le fauteuil de Jean-Pierre. La vérité était là, claire, brutale. Thomas ne s'intéressait pas à aider. Il préparait méthodiquement la vente. Il avait les chiffres, les contacts, l'évaluation de la propriété. Il ne lui manquait qu'une chose, mon accord. Ou plutôt, mon incapacité légale à refuser. C'est à ce moment que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des voix féminines. Isabelle et sa belle-sœur Claire. Maman, tu es là ? Je suis descendue. Elles étaient dans le salon,
déjà en train d'examiner les meubles. Bonjour, ma chérie, j'ai dit avec un calme que je ne ressentais pas. Isabelle s'est retournée avec un sourire trop large. Maman, je ne savais pas que tu étais levée si tôt. On passait juste, on voulait prendre quelques mesures. Des mesures. Claire a rougi légèrement. Pour savoir comment disposer les meubles si jamais, enfin, pour optimiser l'espace. Optimiser l'espace. Dans ma propre maison. Comme si j'étais déjà morte ou enfermée quelque part. Isabelle, j'ai dit doucement. Peux-tu me parler honnêtement? Vous voulez vendre le château? Elle a écarquillé les yeux, la surprise un peu trop théâtrale. Vendre? Maman, pourquoi tu dis ça? On veut juste s'assurer que tout est en ordre. Pour ton bien. Pour mon bien. J'ai répété ces mots lentement. Et la visite de l'agent immobilier en juillet, c'était aussi pour mon bien. Le visage d'Isabelle s'est figé. Claire a regardé ses pieds. Tu étais au courant? Maintenant oui. Dis-moi, Isabelle, quand exactement avez-vous décidé que j'étais trop vieille pour gérer ma propre vie? Maman, ce n'est pas comme ça. Elle a essayé de prendre ma main. Je l'ai retirée. Alors comment c'est? Vous demandez ma mise sous tutelle, vous faites évaluer ma propriété, vous contactez des acheteurs. Tout ça pendant que je suis encore vivante, encore parfaitement lucide. Tu ne comprends pas. Isabelle a haussé le ton, la façade de la fille dévouée commençait à craquer. Cette maison, ce vignoble, c'est trop pour toi. Tu as 72 ans. Papa est mort et tu t'accroches à ce domaine comme si tu avais encore 20 ans. C'est Mwen domaine, Isabelle. Le mien et celui de ton père. Nous l'avons construit ensemble. Et maintenant, il vaut plus de 3 millions d'euros. Elle a crié ça, puis s'est arrêtée net, réalisant ce qu'elle venait de révéler. Le silence est tombé comme une pierre dans un puits. 3 millions d'euros. C'était donc ça. Pas mon bien-être. Pas ma sécurité. L'argent. Juste l'argent. Je vois, j'ai dit très calmement. Vous pouvez partir maintenant. Et ne revenez pas sans invitation. Maman. Dehors. Elles sont parties. J'ai entendu la voiture démarrer dans l'allée. Et alors seulement, je me suis autorisée à pleurer. Je suis sortie dans les vignes. Mes pieds connaissaient le chemin par cœur, entre les rangées de merlot que nous avions plantées en 1982. Le soleil montait, dorant les feuilles. Les grappes étaient presque mûres, lourdes, parfaites. Je me suis agenouillée dans la terre, j'ai touché les racines noueuses d'un vieux pied de vigne. 50 ans de travail. 50 ans d'amour. Et mes enfants voulaient tout détruire pour un chèque. Jean-Pierre, j'ai murmuré. Ils ne les auront pas. Nos vignes ne deviendront pas un parking d'hôtel. Je te le promets. Le vent a soufflé doucement, comme une réponse. J'ai essuyé mes larmes. Ce n'était pas le moment de la faiblesse. C'était le moment de la guerre. Et s'ils voulaient la guerre, ils allaient découvrir que leur vieille mère savait encore se battre. Je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable, cadeau de Jean-Pierre 2 ans avant sa mort, pour que je reste moderne, et j'ai tapé « Comment protéger son patrimoine de ses héritiers ?» Les résultats ont commencé à apparaître. Et j'ai souri pour la première fois depuis des jours. Le téléphone a sonné le mercredi suivant, à l'heure du déjeuner. J'étais dans la cuisine, en train de préparer une salade niçoise, quand j'ai vu le nom d'Isabelle s'afficher sur l'écran. J'ai hésité à répondre. Mais la curiosité l'a emporté. Allô? Maman. Sa voix était différente. Chaleureuse, presque enjouée. Comme si notre dernière confrontation n'avait jamais eu lieu. Je suis tellement contente de te joindre. J'ai une merveilleuse nouvelle. J'ai attendu en silence, le couteau à légumes toujours dans la main. Thomas et moi, on a décidé d'organiser une grande fête pour ton anniversaire. Tes 72 ans, c'est important, non? Ce sera samedi prochain, au château bien sûr. On invite toute la famille, quelques amis proches. Rien d'extravagant, juste un dîner élégant pour célébrer notre maman chérie. Notre maman chérie. Les mots sonnaient faux, comme une pièce de monnaie en plastique. Isabelle, mon anniversaire n'est que dans 3 semaines. Je sais. Mais Thomas doit partir en déplacement fin octobre, et on voulait absolument être tous ensemble. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est un peu en avance, mais l'intention est là. Et puis... Sa voix a pris une intonation conspiratrice. On a une surprise pour toi. Une surprise. Mon estomac s'est noué. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Maman, s'il te plaît. Laisse-nous faire ça pour toi.
Tu as tellement donné toute ta vie. C'est notre tour de t'honorer. Tu n'as rien à préparer, rien à organiser. Juste à être belle et à profiter. D'accord. Il y avait quelque chose dans son insistance qui me mettait mal à l'aise. Trop de douceur. Trop d'empressement. Comme un piège recouvert de fleurs. D'accord, j'ai dit lentement. Samedi prochain. Parfait. 7 heures. Habille-toi bien, on fera des photos. Je t'aime, maman. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée debout dans ma cuisine, le téléphone dans une main, le couteau dans l'autre. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi samedi prochain, alors que l'audience au tribunal était dans 10 jours? Et surtout, pourquoi cette chaleur soudaine après notre dispute? J'ai pensé à Jean-Pierre. Il avait un instinct infaillible pour les faux-semblants. « Madeleine, disait-il toujours, quand quelqu'un est trop gentil trop vite, pose-toi des questions. » Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai réfléchi. Ils organisaient un dîner. Avec des invités. Des photos. Une « surprise ». Juste avant l'audience. Et soudain, j'ai compris. Ils allaient monter un spectacle. Un dîner où je serais observée, jugée, testée. Où chaque oubli, chaque hésitation, chaque geste maladroit serait noté, filmé, utilisé comme preuve de mon incompétence. Les invités ne seraient pas des amis, mais des témoins. La surprise ne serait pas un cadeau, mais un piège. Mes mains ont commencé à trembler, pas de peur, mais de rage. L'audace. La manipulation. J'ai attrapé mon sac et mes clés de voiture. Sophie, ma gouvernante, est arrivée à ce moment-là par la porte de service. « Madame Madeleine, vous sortez ? » « Oui. Je reviens dans quelques heures. Si quelqu'un appelle, dis que je suis indisponible. » J'ai conduit jusqu'au centre de Bordeaux, jusqu'à un petit bureau discret sur la rue Sainte-Catherine. Une plaque en cuivre, Agence Durand, investigation privée. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'un détective privé un jour. Mais je n'avais jamais pensé non plus que mes propres enfants me trahiraient. Monsieur Durand était un homme d'une 50aine d'années, petit, méticuleux, avec des lunettes rondes et un carnet toujours à portée de main. « Madame Dubois, » il a dit après avoir écouté mon histoire. « Je vais être direct. Ce que vos enfants préparent est plus courant que vous ne le pensez. Les dîners pièges, c'est une technique classique pour obtenir des preuves d'incapacité. Avec des témoins, de la vidéo, parfois même un médecin présent. Un médecin ? Pour constater, sur le vif, les troubles cognitifs. Questions pièges, situations stressantes, tout est orchestré pour vous faire paraître confuse ou désorientée. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Et vous pouvez découvrir exactement ce qu'ils ont prévu. Donnez-moi 3 jours. Je vais me renseigner discrètement. Traiteur, location de matériel, j'ai mes sources. 3 jours plus tard, Monsieur Durand m'a rappelé. Sa voix était grave. Madame, vous aviez raison. Votre fils a réservé un service de vidéo professionnel. Pas pour des souvenirs de famille, mais avec instruction de filmer, discrètement et en continu. Il a aussi invité le docteur Arnaud Petit, psychiatre spécialisé en gérontologie. Et j'ai obtenu la liste des invités, 8 personnes, dont 6 que vous ne connaissez pas personnellement. Tous des relations professionnelles de vos enfants. Des témoins potentiels. J'ai fermé les yeux. Après le dîner, il y aura quelque chose. Oui. Votre fille a réservé une salle privée au restaurant voisin pour une petite cérémonie intime à 22 heures. Je n'ai pas pu savoir exactement ce qui est prévu, mais... Je comprends. Merci, Monsieur Durand. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée dans le bureau de Jean-Pierre, à regarder par la fenêtre les vignes sous la lune. Mes enfants. Mes propres enfants. Ils allaient m'humilier publiquement, me transformer en spectacle, en vieille femme confuse et pathétique, tout ça pour prouver à un juge que j'étais incapable. J'ai ouvert le tiroir du bas du bureau. À l'intérieur, une boîte en bois de cèdre. Les lettres de Jean-Pierre. Toutes celles qu'il m'avait écrites pendant nos fiançailles, pendant ses voyages d'affaires, pendant sa maladie. J'ai pris la dernière, celle qu'il avait écrite 2 jours avant sa mort. L'encre était tremblante, les mots difficiles à déchiffrer, mais je les connaissais par cœur. Ma chérie, ma Madeleine, je sais que tu as peur de l'avenir sans moi. Mais tu es plus forte que tu ne le crois. Tu as toujours été la force de cette famille, même quand tu pensais que c'était moi. Les vignes sont notre âme. Ne les laisse jamais partir. Pas pour l'argent, pas pour la facilité, pas même pour les enfants. C'est notre histoire, notre sang dans cette terre.
Si un jour quelqu'un essaie de te les prendre, bats-toi. Bats-toi comme tu t'es battu pour moi quand j'étais malade, comme tu t'es battu pour construire ce domaine. Tu n'es pas faite pour la défaite, mon amour. Je serai toujours avec toi, dans chaque rangée, dans chaque grain de raisin. Ton Jean-Pierre qui t'aime pour l'éternité. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai remise dans la boîte. Puis j'ai décroché le téléphone et j'ai composé le numéro de Maître Lafontaine. Maurice, c'est Madeleine. Pardon de vous appeler si tard. J'ai besoin de vous. Samedi prochain. Et j'ai besoin que vous ameniez des documents très spécifiques. Quand j'ai raccroché, j'ai souri pour la première fois depuis des jours. Mes enfants voulaient un dîner? Ils auraient leur dîner. Ils voulaient une surprise? Oh, ils en auraient une. Mais pas celle qu'ils attendaient. J'ai regardé le calendrier sur le mur. Samedi 7 octobre. Le jour où tout allait changer. Jean-Pierre, j'ai murmuré dans le silence de la nuit. Aide-moi à être forte. Juste encore une fois. Le vent a fait bruisser les feuilles dehors. Comme une réponse. Comme une promesse. Samedi est arrivé avec un ciel d'automne parfait. Un de ces ciels dorés qui font ressortir les ocres et les roues des vignes. J'ai passé la matinée à me préparer avec un soin méticuleux. Pas pour eux. Pour moi. Pour ma dignité. J'ai choisi une robe en velours bleu nuit, celle que Jean-Pierre aimait tant. Pas trop élégante pour paraître prétentieuse, mais assez raffinée pour montrer que je maîtrisais encore parfaitement les codes. Mes cheveux gris, que j'avais toujours refusé de teindre malgré les suggestions d'Isabelle, étaient coiffés en un chignon classique. Un peu de maquillage discret. Le collier de perles que Jean-Pierre m'avait offert pour nos 40 ans de mariage. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une femme de 72 ans qui avait l'air exactement de son âge. Ni vieillie prématurément, ni pathétiquement accrochée à sa jeunesse. Juste une femme digne, debout, les yeux clairs. À 6 heures, les traiteurs sont arrivés. Thomas supervisait tout personnellement, donnant des ordres d'une voix forte, comme s'il était déjà le maître des lieux. Claire, sa femme, arrangeait des compositions florales, des roses blanches et des hortensias, rien qui me ressemblait, tout était choisi pour faire chic sur les photos. Maman. Isabelle est apparue dans un tailleur Chanel crème, ses talons claquant sur le parquet que Jean-Pierre avait fait restaurer à la main. Tu es magnifique. Viens, les premiers invités vont arriver. Elle m'a embrassée sur les 2 joues. J'ai senti son parfum, trop lourd, trop sucré. Le genre de parfum qu'on porte quand on veut impressionner, pas quand on est soi-même. Dans le grand salon, la table était dressée pour 12 personnes. Nappe blanche damassée, argenterie, cristal. Tout était impeccable. Trop impeccable. On aurait dit un décor de magazine, pas une maison de famille. Et puis je l'ai vu, le caméscope. Discret, installé sur un trépied dans le coin près de la bibliothèque, à moitié caché derrière un bouquet. L'objectif pointait directement vers ma place à table. Pour immortaliser cette belle soirée, a dit Thomas en suivant mon regard. Son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Ça ne te dérange pas, maman? Bien sûr que non, j'ai répondu calmement. Immortalisons tout. Les invités ont commencé à arriver à 7 heures précises. J'ai reconnu les parents de Claire, monsieur et madame Arnaud, des bourgeois bordelais guinées. Le frère d'Isabelle était là avec sa nouvelle femme. Puis sont entrés des visages inconnus. Un couple d'une 50aine d'années qui se sont présentés comme les Bertrand, amis de Thomas du club de golf, une femme élégante d'environ 40 ans, maître Sophie Leroux, avocate, et enfin, un homme aux cheveux gris, costume sombre, mallette en cuir. Docteur Arnaud Petit, il m'a serré la main avec une poignée molle et moite. Enchantée, Madame Dubois. Thomas m'a tellement parlé de vous. Un psychiatre. Ils avaient amené un psychiatre à mon anniversaire. J'ai souri poliment. Enchanté, docteur. Nous nous sommes mis à table. Moi à l'une des extrémités, Thomas à l'autre, comme un roi dans son château. La place d'honneur, celle que Jean-Pierre occupait toujours. Ma place était entourée du docteur Petit d'un côté et de maître Leroux de l'autre. Pas un hasard. Le repas a commencé. Des huîtres de Marennes en entrée. Le serveur les a déposées devant moi. J'ai pris ma fourchette avec assurance. Je mangeais des huîtres depuis avant la naissance de mes enfants. Maman, la voix de Thomas a résonné dans le salon. Tu te rappelles quand papa nous emmenait à Arcachon pour les huîtres? C'était qu'elle était déjà. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le test commençait. L'été 1983, j'ai répondu sans hésiter. Tu avais 10 ans, Isabelle 7. Ton père avait loué cette petite cabane près du port. Tu as mangé tellement d'huîtres que tu as été malade toute la nuit.
Thomas a ri, mais son rire était forcé. Ah oui, quelle mémoire. Première manche pour moi. Le plat principal est arrivé, magret de canard au cèpe. Somptueux, parfaitement présenté. Pendant que nous mangions, les questions ont continué, innocentes en apparence, mais chargées d'intention. Madame Dubois, c'était Madame Bertrand, Thomas nous disait que vous gérez toujours le vignoble. C'est admirable à votre âge. Mais n'est-ce pas épuisant? Pas plus qu'à 50 ans, j'ai répondu. L'expérience compense largement ce que l'énergie pourrait perdre. Le docteur Petit s'est penché vers moi. Et vos médicaments, Madame Dubois? Vous arrivez à gérer votre traitement toute seule. J'ai posé ma fourchette. Le piège se refermait. Je prends un traitement pour la tension, docteur. Un comprimé le matin. Rien de bien compliqué. Ah bon? Isabelle a levé la voix, théâtrale. Mais maman, la semaine dernière au téléphone, tu m'as dit que tu avais oublié de les prendre 2 jours de suite. Le silence est tombé. Tous les yeux sur moi. La caméra enregistrait. Je me suis tournée calmement vers ma fille. Non, Isabelle. Je t'ai dit que mon pharmacien avait oublié de les mettre dans ma commande et que j'attendais la livraison. Nuance. Elle a rougi. Thomas a toussé. Bon, il a ri un peu trop fort. On ne va pas parler de pilules pendant ce merveilleux dîner. À la santé de maman. Les verres se sont levés. À Madeleine. J'ai bu une gorgée de vin. Notre vin. Château du Bois 2018. Une de nos meilleures années. L'ironie me brûlait la gorge plus que l'alcool. Le dessert est arrivé. Un magnifique gâteau aux framboises avec 72 bougies. Ridicule. Qui met 72 bougies sur un gâteau? C'était clairement pour l'effet visuel, pour la photo, pour montrer la pauvre vieille dame avec son gâteau d'anniversaire. Fais un vœu, maman. Isabelle battait des mains comme une enfant. J'ai regardé les flammes vaciller. J'ai pensé, je souhaite que vous perdiez. Que vous compreniez ce que vous avez essayé de me prendre. Que vous viviez avec cette honte. J'ai soufflé les bougies. Applaudissements polis. Et puis Thomas s'est levé, une coupe de champagne à la main. Son moment était venu. Mes amis, ma famille. Ce soir n'est pas juste un anniversaire. Sa voix était chargée d'émotion. Fausse émotion, mais bien jouée. C'est un tournant. Notre mère, cette femme extraordinaire, a donné toute sa vie pour nous. Pour ce domaine. Pour perpétuer l'héritage de notre père. Il a marqué une pause. Le docteur Petit me regardait intensément. Mais Isabelle et moi, nous avons réalisé quelque chose. Maman a 72 ans. Elle est seule dans cette grande maison. Elle gère un domaine viticole avec tous ses stress, ses responsabilités. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce qu'elle mérite. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Voilà. Le moment. Alors, nous avons une surprise. Il a fait un signe à Isabelle qui a sorti une enveloppe dorée. Maman, nous t'avons trouvé un endroit merveilleux. Les Jardins du Repos. Une résidence de luxe, avec des soins médicaux, des activités, un parc magnifique. Un appartement avec vue sur le jardin t'attend. Tout est payé, tout est organisé. Il a tendu l'enveloppe vers moi. Isabelle souriait, les larmes aux yeux, vraies ou fausses, je ne savais plus. Tu le mérites, maman. Tu mérites de te reposer enfin. De laisser Thomas et moi nous occuper du domaine, de la gestion, de tout. Tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. Les applaudissements ont éclaté. Quelle attention! Quels enfants merveilleux! Elle a de la chance. Je suis restée assise, immobile, l'enveloppe dorée posée devant moi comme un acte d'accusation. Il venait de m'exiler de ma propre vie. Publiquement. Devant témoins. Avec des sourires et du champagne. Je me suis levée lentement. Tous les regards étaient sur moi. La caméra aussi. Merci, j'ai dit d'une voix claire et calme. Merci pour ce dîner mémorable. J'ai posé ma serviette sur la table avec soin. Si vous voulez bien m'excuser, je suis fatiguée. Profitez du reste de la soirée. Maman. Isabelle a tendu la main. Je l'ai ignorée. J'ai traversé le salon, la tête haute, le dos droit. 72 ans et je marchais comme une reine. Derrière moi, j'entendais les murmures confus. Elle est vexée? C'est normal à son âge. Les émotions. J'ai monté l'escalier sans me retourner. Dans le bureau de Jean-Pierre, j'ai regardé par la fenêtre. En bas, dans le jardin éclairé, je voyais les invités sur la terrasse,
leur verre à la main, probablement en train de discuter de mon comportement. J'ai souri. Qu'ils parlent. Qu'ils jugent. Parce que dans exactement 1 heure, quelqu'un d'autre allait arriver. Et le vrai spectacle allait commencer. Je suis restée dans le bureau de Jean-Pierre. Assise dans son fauteuil en cuir, les mains posées sur les accoudoirs usés par des décennies d'usage. Par la fenêtre, je voyais les invités en bas sur la terrasse, leurs silhouettes animées par l'alcool et les commérages. Leur rire montait jusqu'à moi, léger, insouciant. Ils célébraient déjà leur victoire. J'ai regardé ma montre. 22h15. Maurice ne devrait plus tarder. En effet, 15 minutes plus tard, j'ai entendu le gravier crisser doucement dans l'allée latérale, celle qui menait à l'entrée de service. Des pas discrets sur le perron arrière. Puis Sophie, ma fidèle gouvernante, a frappé 3 coups légers à la porte du bureau. Madame Madeleine, maître Lafontaine est arrivé. Fais-le monter, Sophie. Et toi aussi, reste. J'aurai besoin de toi. Maurice Lafontaine est entré, suivi de Sophie et d'Antoine, notre maître de chais. Le notaire avait 68 ans, des cheveux blancs impeccablement coiffés, et cette prestance tranquille des hommes qui ont passé leur vie à rédiger l'histoire des familles. Il portait une mallette en cuir noir et son éternel costume 3 pièces. Madeleine. Il m'a pris les mains avec chaleur. Je suis venue dès que j'ai pu. Antoine et Sophie sont d'accord pour servir de témoins. Merci, Maurice. Merci à vous tous. Antoine s'est avancé, gêné dans son costume du dimanche qu'il avait visiblement enfilé à la hâte. Madame Madeleine, je ne sais pas si ce que je fais est correct, mais ce que vos enfants vous font, ce n'est pas juste. Monsieur Jean-Pierre n'aurait jamais voulu ça. Jean-Pierre aurait été fier de toi, Antoine. Maurice a ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs documents. J'ai préparé tout ce dont nous avons besoin. Mais avant de commencer, Madeleine, je dois te poser la question. Es-tu absolument certaine ? Ce que tu vas faire ce soir est irréversible. Tes enfants. Mes enfants, j'ai coupé doucement, ont fait leur choix. Maintenant je fais le mien. Il a hoché la tête et a étalé les papiers sur le bureau. Très bien. Voici le Nouveau Testament. Je l'ai rédigé selon tes instructions exactes. J'ai pris les documents. L'entête officielle, le langage juridique précis. Mais les mots étaient clairs, implacables. Je, sous-signé Madeleine Dubois, née Mercier, saine de corps et d'esprit, révoque par la présente tous testaments antérieurs et dispose de mes biens comme suit. Article 1. Le château du Bois, comprenant la demeure, les vignobles, les bâtiments d'exploitation et l'ensemble des terres, soit une superficie de 32 hectares, est légué à la Fondation du patrimoine viticole de Bordeaux, à la condition expresse que le domaine conserve son nom, maintienne sa production selon les méthodes traditionnelles, et ne puisse en aucun cas être vendu ou transformé à d'autres fins. Article 2. Mes avoirs bancaires et placements, d'un montant approximatif de 500 000 €, sont légués à l'école d'œnologie de Bordeaux pour la création d'une bourse d'études portant le nom de Jean-Pierre Dubois, destinée aux jeunes vignerons issus de familles modestes. Article 3. À mes enfants, Thomas Dubois et Isabelle Moreau, je lègue mes effets personnels, photographies familiales, bijoux de famille, et une somme de 10 000 € chacun. Article 4. La gestion du domaine est confiée à monsieur Antoine Mercier, actuel maître de chais, en collaboration avec le conseil d'administration de la Fondation. J'ai relevé les yeux. En bas, la musique avait commencé. Un jazz léger, sophistiqué. Ils dansaient probablement, levaient leurs verres à leur brillant avenir. Il y a une clause supplémentaire, a dit Maurice. Une protection juridique que j'ai ajoutée. Si tes enfants tentent de contester ce testament sur la base de ton incapacité mentale, cela déclenchera automatiquement une contre-expertise psychiatrique indépendante. De plus, j'ai inclus un certificat médical daté d'hier, signé par le docteur Arnoux, ton médecin traitant depuis 20 ans, attestant de ta parfaite lucidité. Tu as pensé à tout. Jean-Pierre était mon ami, Madeleine. Je ne laisserai personne détruire ce qu'il a construit. Sophie s'est approchée, les larmes aux yeux. Madame, vous êtes sûre ? Ce sont quand même vos enfants. Justement, Sophie. Ce sont mes enfants. Je leur ai donné la vie, l'éducation, l'amour. Mais je ne leur dois pas mon âme. Et ces vignes, c'est mon âme. J'ai pris le stylo que Maurice me tendait. Un stylo plume simple, à l'encre noire. Puis j'ai ouvert le tiroir du bureau et j'en ai sorti un autre. Le Man Blanc en lac noir que Jean-Pierre avait utilisé pour signer l'acte de propriété du domaine en 1975. Il fonctionnait toujours. Je veux utiliser celui-ci. Maurice a souri. Évidemment. J'ai dévissé le capuchon. L'encre avait séché depuis des années,
mais Antoine est descendu chercher un flacon d'encre noire dans la bibliothèque. Nous avons rempli le réservoir ensemble, en silence, comme un rituel. Puis je me suis assise, le document devant moi, le stylo dans la main. Par la fenêtre ouverte, le vent apportait le parfum des vignes nocturnes, cette odeur de terre et de raisins mûrs que je connaissais depuis 50 ans. Jean-Pierre, j'ai murmuré, j'espère que tu approuves. J'ai signé. Madeleine Dubois. Chaque lettre tracée avec soin, fermeté. Ma main ne tremblait pas. C'était peut-être la signature la plus importante de ma vie, et elle était parfaitement stable. Maintenant les témoins, a dit Maurice. Sophie a signé la première, essuyant une larme. Pour vous, madame. Et pour monsieur Jean-Pierre. Antoine a signé ensuite. Pour les vignes. Pour qu'elles restent ce qu'elles sont. Maurice a apposé son sceau de notaire, sa signature officielle. Fait au Château du Bois, le 7 octobre 2023, à 22h45, en présence des témoins susnommés. C'était terminé. J'ai posé le stylo. Pendant un long moment, personne n'a parlé. On entendait juste la musique en bas, les rires, et le vent dans les feuilles. « Comment te sens-tu » a demandé Maurice doucement. « Libre », j'ai répondu. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je me sentais libre. Ils voulaient ma signature pour m'enfermer. Je leur donne une signature qui me libère. Maurice a rassemblé les documents, les a placés dans une enveloppe scellée. Je dépose ceci au coffre de l'étude dès lundi matin. Des copies seront envoyées à la Fondation et à ton avocat. C'est fait, Madeleine. C'est officiel et inattaquable. Sophie a posé sa main sur mon épaule. Vous avez fait ce qu'il fallait, madame. J'espère, Sophie. J'espère. Antoine s'est éclairci la gorge. Madame Madeleine, je peux vous poser une question ? Pourquoi m'avoir inclus dans la gestion ? Je ne suis qu'un employé. Tu n'es pas qu'un employé, Antoine. Tu es ici depuis 23 ans. Tu connais chaque parcelle, chaque cépage, chaque saison. Tu aimes ces vignes comme Jean-Pierre les aimait. C'est toi qui dois les protéger maintenant. Il a hoché la tête, incapable de parler. Nous sommes restés encore un moment dans ce bureau, 4 personnes unies par un secret qui allait changer tant de vies. Puis Maurice est parti par l'escalier de service, silencieux comme il était venu. Sophie et Antoine sont redescendus aussi. Je suis restée seule. J'ai ouvert le tiroir où je gardais les lettres de Jean-Pierre et j'ai ajouté une copie du testament. Un jour, peut-être, quelqu'un trouverait ces documents ensemble et comprendrait l'histoire complète. En bas, la fête continuait. J'entendais la voix de Thomas, forte, joyeuse. Isabelle riait. Ils célébraient ma déchéance prochaine, ma mise à l'écart, leur victoire financière. Ils ne savaient pas encore que tout venait de leur échapper. « Pardonne-moi, Jean-Pierre », j'ai murmuré en regardant sa photo sur le bureau. Ils sont nos enfants et je viens de les déshériter. Mais tu m'as dit de protéger notre héritage. C'est ce que je fais. Dans le cadre, Jean-Pierre souriait, debout dans ses vignes, les mains pleines de terre. Je pouvais presque l'entendre. Tu as bien fait, ma chérie. Tu as bien fait. J'ai éteint la lumière du bureau et je suis allée me coucher. Demain serait un autre jour. Mais ce soir, j'avais gagné ma liberté. Une signature à la fois. Les 2 semaines suivantes ont été étrangement paisibles. Thomas et Isabelle m'appelaient tous les jours. Leur voix débordant d'une sollicitude écœurante. « Comment vas-tu, maman ? As-tu besoin de quelque chose ? Nous pensons beaucoup à toi. » Je répondais poliment, brièvement. Je savais qu'ils comptaient les jours jusqu'à l'audience du tribunal, prévue le 15 octobre. Ils avaient leur vidéo du dîner, leurs témoins, leur psychiatre. Ils pensaient que tout était gagné. Le 14 octobre au soir, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des mois. Pas de cauchemar, pas d'angoisse. Juste le silence de la campagne et le bruissement des vignes dans le vent. Le lendemain matin, à exactement 9h, Maurice Lafontaine a envoyé les lettres recommandées. Une pour Thomas à son bureau de Bordeaux. Une pour Isabelle à son domicile de Mérignac. Identique, officielle, implacable. J'étais dans la cuisine avec Sophie quand mon téléphone a sonné. 10h12. Thomas. J'ai laissé sonner 5 fois avant de répondre. Maman. Sa voix était blanche, étranglée. Qu'est-ce que tu as fait ? Bonjour, Thomas. Je vais bien, merci de demander. Ne joue pas avec moi. Il hurlait maintenant. J'entendais des bruits de papier froissé. Ce testament. Tu as fait un nouveau testament. Tu nous as tout enlevé. Tout.
Sophie me regardait, les yeux écarquillés. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. J'ai disposé de mes biens comme je l'entendais, Thomas. C'est mon droit le plus strict. Ton droit? Ton droit? Sa voix se brisait entre rage et incrédulité. C'est notre héritage. L'héritage de papa. Tu n'as pas le droit de le donner à des étrangers. Si j'ai le droit. Et ce n'est plus ton héritage. C'est maintenant le patrimoine de la fondation. Tu es folle. Folle. C'est exactement ce qu'on va prouver au tribunal. Ce testament ne vaut rien. Tu n'étais pas en état de... De quoi, Thomas? J'ai coupé calmement. Pas en état de signer? Alors pourquoi vouliez-vous me faire signer votre demande de mise sous tutelle? Si je suis incapable de signer un testament, je suis incapable de signer quoi que ce soit. Tu vois le problème. Silence. Un long silence où j'entendais sa respiration saccadée. Tu nous as piégés. Non, mon fils. Vous vous êtes piégé vous-même. Vous vouliez me déclarer incapable pour prendre mes biens. J'ai pris mes biens avant que vous ne puissiez le faire. C'est tout. Maman, s'il te plaît. Sa voix avait changé, elle se faisait suppliante maintenant. On peut arranger ça. On peut annuler ce testament. On peut tout recommencer. S'il te plaît, on parlera calmement. Il n'y a rien à arranger, Thomas. C'est terminé. Mais on était enfants. Il criait de nouveau. Comment tu peux nous faire ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement? Me faire épier? Planifier mon enfermement? Vendre mon domaine derrière mon dos? Oui, Thomas, je sais pour le promoteur, pour les 3 millions d'eux. Je sais tout. Un sanglot étouffé. Puis un bruit sourd, comme s'il avait jeté quelque chose contre un mur. Claire. Claire a démissionné de son travail. On comptait sur cet argent. On a des projets, des investissements. Tu nous ruines. Je ne vous ruine pas. Je refuse simplement de financer votre avidité. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient légèrement. Sophie m'a apporté un verre d'eau. C'était dur, madame. Ça devait l'être. 10 minutes plus tard, un autre appel. Isabelle. Je n'ai même pas décroché. Elle a laissé un message vocal. Sa voix était hystérique. Maman. Maman répond. Qu'est-ce que tu as fait? Thomas vient de m'appeler. C'est impossible, dis-moi que c'est une erreur. Tu ne peux pas nous faire ça. On est ta famille. Ton sang. Comment tu peux donner notre maison, NOS Vigne à des inconnus? Papa se retournerait dans sa tombe. Tu trahis sa mémoire. Tu nous trahis. Rappelle-moi immédiatement. J'ai effacé le message. Vers midi, une voiture a foncé dans l'allée, projetant du gravier partout. Thomas. Il est sorti de sa Mercedes, le visage rouge, les cheveux en désordre, la cravate de travers. Derrière lui, Claire, pâle comme un linge. Il a tambouriné à la porte d'entrée avec ses poings. Maman. Ouvre. Je sais que tu es là. Je suis restée dans le salon. Assise près de la fenêtre, un livre ouvert sur mes genoux. Sophie se tenait près de moi, inquiète. Madame, vous voulez que j'appelle la police? Non. Laisse-le se calmer. Les coups continuaient, violents, désespérés. Maman. S'il te plaît. On doit parler. Tu ne comprends pas ce que tu as fait. On va tout perdre. Claire est enceinte. On a besoin de cet argent. Tu ne peux pas nous faire ça. Enceinte. L'argument ultime. Le chantage émotionnel final. Je me suis levée et j'ai ouvert la porte. Thomas se tenait sur le perron, haletant, les yeux injectés de sang. Derrière lui, Claire pleurait silencieusement, une main sur son ventre encore plat. Entre, j'ai dit calmement. Mais seulement toi. Il a regardé Claire qui a hoché la tête et est retourné vers la voiture. Dans le salon, Thomas s'est effondré sur le canapé, la tête dans les mains. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis, d'une voix brisée. Pourquoi, maman? Pourquoi tu nouais à ce point? Je ne vouais pas, Thomas. Alors pourquoi? Il a levé vers moi un visage ravagé. On voulait juste t'aider. Te protéger. Me protéger de quoi? De ma propre vie. Tu es vieille. Tu ne peux plus gérer tout ça seule. Je ne suis pas vieille, Thomas. J'ai 72 ans et toutes mes facultés. Ce que je ne peux plus gérer, c'est votre cupidité. Ce n'est pas de la cupidité. C'est notre héritage. Papa aurait voulu qu'on continue.
Papa, j'ai coupé, la voix dure maintenant, n'aurait jamais voulu que vous vendiez ces vignes à un promoteur immobilier. Jamais. Il a passé sa vie à construire ce domaine. Et vous vouliez le détruire pour construire un hôtel de luxe. Thomas a pâli. Comment tu? Je sais tout. Les appels au cabinet Leroux. La visite des évaluateurs en juillet. Les rendez-vous avec Antoine pour obtenir les chiffres. Tout. Tu me crois sénile? Tu me crois aveugle? Maman. Sa voix n'était plus qu'un murmure. On a des dettes. Claire a perdu son emploi. On a acheté un appartement trop cher. On pensait que tu comprendrais. Que je comprendrais que vous vouliez me mettre sous tutelle pour vendre ma maison. J'ai ri, un rire sans joie. Oh, je comprends très bien. Et maintenant, tu nous laisses avec rien? 10 000 €, c'est ça que valent tes enfants. C'est ce que valent des enfants qui trahissent leur mère. Il s'est levé brusquement. Tu vas le regretter. On va contester ce testament. On va prouver que tu n'étais pas saine d'esprit. Le docteur Petit témoignera. Le docteur Petit témoignera de quoi? Qu'il m'a vu manger des huîtres? J'ai un certificat médical de mon vrai médecin, daté de la veille de la signature. Certificat qui atteste de ma parfaite lucidité. Et si vous contestez le testament sur la base de mon incapacité, ça veut dire que je suis capable. Donc votre demande de tutelle sera rejetée. Tu vois le piège, Thomas? Quoi que vous fassiez, vous perdez. Il est resté debout, figé, comprenant enfin l'étendue de sa défaite. Tu es notre mère, il a murmuré. Comment tu peux être aussi cruel? Je ne suis pas cruel, Thomas. Je suis juste. Vous vouliez me voler ma vie. Je vous ai juste retiré ce qui n'était pas à vous. Isabelle va devenir folle. Elle comptait sur cet argent pour son divorce. Isabelle divorce. Depuis 6 mois. Elle ne t'a rien dit. Elle pensait prendre sa part de l'héritage et partir à Paris. Tout s'éclairait. Leur précipitation. Leur urgence. Ils ne planifiaient pas mon bien-être. Ils se partageaient déjà mon cadavre. Va-t'en maintenant, Thomas. Maman. Va-t'en. Il est parti. Par la fenêtre, je l'ai vu rejoindre Claire. Elle lui a pris les mains, a posé son front contre le sien. Ils pleuraient tous les deux. Une partie de moi, une toute petite partie, a eu pitié. Mais la plus grande partie, celle qui avait survécu, qui s'était battue, qui refusait d'être une victime, est restée de marbre. Sophie est venue près de moi. C'est terminé, madame. Non, Sophie. Ça ne fait que commencer. Mais le plus dur est fait. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Jean-Pierre. Nous étions dans les vignes, jeunes à nouveau, plantant les premières rangées. Il me souriait. Tu as bien fait, ma chérie. Tu as sauvé notre âme. Je me suis réveillée avec des larmes sur les joues. Mais pour la première fois depuis longtemps, c'était des larmes de paix. Septembre est revenu avec sa lumière dorée et son air chargé de promesses. 3 mois s'étaient écoulés depuis le testament. 3 mois pendant lesquels ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le château du Bois vivait à nouveau. Mais différemment. À 6 heures du matin, je me suis réveillée au son des voix dans la cour. Pas les voix familières des employés que je connaissais depuis des décennies, mais des voix jeunes, enthousiastes, vibrantes. J'ai enfilé mon peignoir et je me suis approchée de la fenêtre. En bas, 12 étudiants de l'école d'œnologie préparaient leur première journée de vendange. Des garçons et des filles entre 20 et 25 ans, venus de toute la France, de Bretagne, d'Alsace, de Provence. La première promotion de la bourse Jean-Pierre Dubois. Antoine était au milieu d'eux, expliquant avec passion comment reconnaître le moment parfait de la cueillette. Regardez la couleur, touchez la peau, sentez l'arôme. Le raisin vous parle. Il faut juste savoir l'écouter. Je suis descendue 1 heure plus tard, habillée simplement, jean, chemise blanche, bottes de caoutchouc. Les mêmes que je portais il y a 50 ans quand nous avions commencé. Madame Dubois. Une jeune fille aux cheveux courts s'est approchée, timide mais souriante. Je suis Léa. Je voulais vous remercier personnellement. Sans cette bourse, je n'aurais jamais pu étudier l'œnologie. Ma famille n'en avait pas les moyens. Comment va ta formation? C'est extraordinaire. Antoine nous apprend tout, la taille, la vinification, même la comptabilité. Et pouvoir vivre ici, dans ce château, travailler ses vignes. Elle s'est arrêtée, émue. C'est un rêve. J'ai posé ma main sur son épaule. Ton rêve, c'est exactement ce que mon mari aurait voulu. Travail dur.
Apprends tout. Et un jour, tu transmettras à d'autres. La matinée s'est déroulée dans une atmosphère joyeuse. Les paniers se remplissaient de grappes gorgées de soleil. Les étudiants chantaient en travaillant, des chansons modernes que je ne connaissais pas, mais dont la gaieté me réchauffait le cœur. À midi, nous avons tous déjeuné ensemble sur les longues tables installées sous les platanes. Pain frais, fromages locaux, saucissons, salade du jardin. Sophie avait préparé une tarte aux prunes monumentales. Madame Dubois, un jeune homme avec un accent du Nord, m'a demandé « C'est vrai que vous avez enseigné la littérature pendant 35 ans ?» « C'est vrai, Lucas. »« Alors vous devez connaître Baudelaire. »« Les fleurs du mal. »« C'est mon préféré. » Et nous avons récité ensemble, là, au milieu des vignes, sous le soleil de septembre, « Aux morts, vieux capitaine, il est temps. Levons l'ancre. » Les autres étudiants écoutaient, surpris, touchés. Un moment suspendu hors du temps. Après le déjeuner, une voiture a remonté l'allée. Une petite Peugeot blanche. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu qui en descendait. Lucas. Mon petit-fils. Le fils aîné de Thomas. 19 ans, grand, mince, les yeux de son grand-père. Il s'est avancé vers moi, hésitant, un bouquet de tournesol à la main. Grand-mère. Les étudiants se sont discrètement éloignés. Antoine a fait un signe et tout le monde est retourné aux vignes. Lucas. Je peux te parler ? Nous nous sommes assis sur le banc de pierre, celui où Jean-Pierre aimait retirer ses bottes. Lucas tripotait nerveusement les tiges des tournesols. Grand-mère, je suis venu te demander pardon. J'ai attendu en silence. J'étais au dîner. Ce soir-là. J'ai tout vu. Comment papa et maman te traitaient. Comment ils te parlaient. Et je n'ai rien dit. Je suis resté assis, j'ai mangé, j'ai souri, comme si tout était normal. Sa voix se brisait. J'avais honte, mais j'étais lâche. Et après, quand ils ont appris pour le testament, ils étaient tellement en colère. Papa a dit des choses horribles sur toi. Et j'ai réalisé que tu avais raison. Qu'il ne voulait que l'argent. Et toi, Lucas, tu voulais l'argent aussi. Il a relevé la tête, les yeux rouges. Je ne vais pas mentir. Je pensais que ce serait cool d'hériter un jour. D'avoir de l'argent, une grande maison. Mais je n'aurais jamais voulu, jamais comme ça. Pas en t'enfermant. Pas en te volant ta vie. Qu'est-ce qui t'a fait venir aujourd'hui ? J'ai lu un article sur toi. Dans Sud-Ouest. La grande dame de Bordeaux qui a choisi l'héritage culturel. Il parlait de l'école, de la bourse au nom de grand-père, de comment tu as transformé le domaine. Et j'ai compris que tu n'avais pas détruit l'héritage. Tu l'avais sauvé. J'ai pris sa main. Elle tremblait légèrement. Lucas, tu n'es pas responsable des choix de tes parents. Mais je peux choisir qui je veux être. Il a respiré profondément. Grand-mère, je voudrais, si c'est possible, je voudrais faire partie de cette école. Apprendre avec Antoine. Travailler les vignes de grand-père. Pas pour l'argent. Juste pour comprendre. Pour être proche de quelque chose de vrai. J'ai regardé ce jeune homme, mon sang, ma famille, et j'ai vu non pas l'avidité de son père, mais la passion de son grand-père. Antoine. J'ai appelé. Il est revenu vers nous. Lucas voudrait rejoindre la formation. Tu as une place pour lui. Antoine a étudié le garçon un moment. Tu es prêt à travailler dur ? Pas de traitement de faveur parce que tu es le petit-fils. Je ne veux pas de traitement de faveur. Je veux juste apprendre. Alors bienvenue. Antoine lui a tendu la main. Lucas s'est jeté dans mes bras, pleurant contre mon épaule comme quand il était petit et qu'il se faisait mal en jouant. Merci, grand-mère. Merci. Les semaines ont passé. Lucas s'est révélé être un étudiant appliqué, discret, travailleur. Les autres l'ont accepté sans savoir qui il était vraiment. Pour eux, c'était juste Lucas, le nouveau, celui qui posait 1000 questions et prenait des notes dans un carnet usé. Thomas et Isabelle ont essayé de me contacter plusieurs fois. Des lettres, des messages, même une fois une apparition surprise, que Sophie a poliment mais fermement repoussée. Ils parlaient de pardon, de malentendus, de nouvelles chances. Mais leurs mots sonnaient creux. Pas une seule fois ils n'ont dit « nous avions tort ». Pas une seule fois ils n'ont reconnu leur trahison. Ils voulaient juste revenir dans mes bonnes grâces. Revenir près de l'argent qu'ils pensaient encore pouvoir obtenir d'une manière ou d'une autre. J'ai laissé leurs lettres sans réponse. Un soir d'octobre, j'ai reçu une visite inattendue. Philippe Duchamp, 65 ans, veuf, vigneron en Champagne, que j'avais rencontré lors d'un salon viticole à Paris en juillet.
Nous avions parlé pendant des heures de terroir, de cépage, de passion pour la terre. Il est arrivé avec une bouteille de son meilleur millésime et un sourire timide. Madeleine, j'espère que je ne vous dérange pas. Je passais dans la région et... Vous ne passez pas dans la région, Philippe. La Champagne est à 600 kilomètres. Il a ri. C'est vrai. Je voulais vous voir. Savoir comment vous alliez. Nous avons dîné sur la terrasse, juste nous deux et les étoiles. Il m'a raconté sa propre histoire. Sa femme morte il y a 4 ans, ses enfants qui voulaient qu'il vende et prenne sa retraite, son refus obstiné. On est pareil, vous et moi, a-t-il dit. On ne peut pas abandonner nos vignes. C'est plus fort que nous. Ce n'est pas une faiblesse, Philippe. C'est une fidélité. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Jean-Pierre, je n'ai pas dormi seul dans cette grande maison. Pas de la manière que vous pensez. Nous sommes restés sur la terrasse jusqu'à l'aube, à parler, à rire, à partager nos vies. Mais je n'étais plus seul. Et ça changeait tout. Les vendanges se sont terminées fin octobre. La première cuvée de la nouvelle génération, celle des étudiants, a été mise en fût avec une cérémonie simple mais émouvante. Antoine a levé son verre. À Jean-Pierre Dubois, qui nous a appris que le vin n'est pas un produit, mais une histoire. Et à Madeleine, qui a eu le courage de sauver cette histoire. À Madeleine, ont crié les étudiants. J'ai levé mon verre, les larmes aux yeux. À vous tous. Vous êtes l'avenir de ces vignes. Prenez-en soin. Ce soir-là, seul dans le bureau de Jean-Pierre, j'ai ouvert une dernière lettre qui était arrivée le matin même. L'écriture d'Isabelle. Maman, je ne te demande plus de pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches une chose. J'ai compris. J'ai compris que tu ne nous as pas punis. Tu as protégé quelque chose de plus grand que nous. Papa serait fier. Je ne te demande pas de me rappeler. Je sais que certaines portes, une fois fermées, le reste. C'est ma leçon. C'est mon fardeau. Sois heureuse, maman. Tu l'as mérité. Isabelle. J'ai plié la lettre soigneusement. Un jour, peut-être, je répondrai. Mais pas maintenant. La blessure était encore trop fraîche. Le pardon, s'il devait venir, prendrait du temps. Des années peut-être. J'ai regardé par la fenêtre les vignes endormies sous la lune. Dans quelques mois, elles se réveilleraient. Nouveau cycle, nouvelle vie, nouveau vin. Jean-Pierre, j'ai murmuré, je crois que j'ai réussi. Notre histoire continue. Pas comme nous l'avions imaginé, mais elle continue. Le vent a fait bruisser les feuilles. Une réponse. Une bénédiction. J'avais 72 ans. Ma vie n'était pas finie. Elle recommençait. Si quelqu'un me demande aujourd'hui si je regrette ma décision, je réponds sans hésiter, jamais. J'ai passé 50 ans à construire cet héritage avec mon mari. Mes enfants voulaient le détruire en une signature. Je l'ai sauvé avec une autre signature. Ce n'était pas une vengeance. C'était un acte d'amour pour la terre, pour la tradition, pour tous ceux qui viendront après moi. Mon mari disait toujours, les vignes ne mentent jamais. Les gens, si. J'ai choisi les vignes. Et si vous êtes là, en train de m'écouter, peut-être vivez-vous quelque chose de similaire. Peut-être vos enfants, vos proches, essaient de vous prendre ce que vous avez construit. Écoutez-moi bien, vous n'êtes pas obligé de vous laisser faire. Vous n'êtes pas trop vieux pour vous défendre. Vous n'êtes pas trop faible pour dire non. La vie ne s'arrête pas à 70 ans. Elle ne s'arrête pas quand vos enfants décident que vous êtes un fardeau. Elle s'arrête quand vous décidez d'arrêter de vivre. Moi, Madeleine Dubois, à 72 ans, j'ai choisi de vivre. De me battre. De gagner. Et je suis là, dans mes vignes, avec mon vin, avec des jeunes gens qui apprennent, avec un homme qui me fait rire, avec ma dignité intacte. Ce n'est jamais trop tard pour reprendre votre vie en main. Jamais. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Parce que trop de personnes âgées subissent en silence ce que Madeleine a eu le courage de combattre. Prenez soin de vous. Protégez-vous. Et n'oubliez jamais, votre vie vous appartient, quel que soit votre âge. À bientôt pour une nouvelle histoire.